Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut Assoun. Salut Christine. Et on rejoint en direct de Melbourne Olivier Tremblay qui est présent, qui est là. En tout cas, il est plus là qu'était le Canada pendant ce match contre l'Australie. Salut Mon Dieu, Oli. déjà la violence. Ben écoute, hein, on va décortiquer ça. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Il y en a d'autres qui vont moins bien. D'autres Canadiens à Melbourne qui vont un petit peu moins bien que moi. Oui, parce que là, bon, ça vient tout juste de se passer au moment où on enregistre cet épisode-là. Défaite contre l'Australie, défaite de 4-0. Donc, le Canada officiellement éliminé de cette Coupe du monde féminine. Une déconfiture, si on peut dire ça. Ben, dans ce match, précisément, comment... tu sais, Olivier, là, il faut que je te le dise tout de suite, tu nous avais dit, tu nous as écrit après ou tu as écrit sur Twitter, je ne sais plus, après le match contre le Nigeria, tu nous avais dit, ben voyons, sont bien mauvaises, les Australiennes. Puis au début du tournoi, tu nous as dit que tu n'étais pas inquiet des Australiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Les Canadiennes étaient pires. Je veux dire, les Australiennes, oui, elles ont été efficaces. Elles ont mis un plan de match en place. Mais peut-être que ultimement, ce match-là va leur servir de tremplin. Puis là, Sam Kerr, qui n'a même pas eu besoin d'entrer dans ce match-là, va revenir puis va réellement mettre cette machine-là en marche. Mais elles n'avaient absolument rien montré dans cette Coupe du Monde-là. Rien de rien de rien. Ça a été difficile de battre l'Irlande. Ça a été catastrophique contre le Nigeria. Il y avait tellement de gens ici qui croyaient tout simplement pas que les Australiennes pouvaient revenir. Il y avait, je l'ai écrit sur Twitter, je regardais les nouvelles locales ce matin, puis il y a quelqu'un, un journaliste local qui était sur le Fed Square à Melbourne, qui finit sa converse. Il est comme ça devant la caméra, puis il dit « Espérons que Sam Kerr va pouvoir jouer ce soir. » C'était ça, il s'accrochait à ça. Même pas eu besoin. Même pas eu besoin. Donc, est-ce que c'est tant le brio de l'Australie ou c'est pas le jeu du Canada? Là, on va analyser, décortiquer, trouver des raisons, des excuses pour les prochains jours, les prochaines semaines. Assoun, comment t'expliques cette contre-performance du Canada? Si on veut trouver des coupables, c'est la faute de qui ou de quoi du côté du Canada? Non, moi je pense que c'est collectif. Je veux dire, souvent lorsqu'on voit un résultat de la sorte en phase finale de Coupe du Monde, on peut décorréler ça à la physionomie du match, mais la réalité c'est que, je veux dire, le résultat vaut ce qu'on a vu sur le terrain. Une équipe qui a perdu beaucoup de duels. Je voyais les deuxièmes ballons constamment perdus par l'équipe du Canada. Et ça, c'est un reflet fort dans l'agressivité, dans la volonté d'aller faire mal à l'adversaire. Le second but qui a été refusé par la suite par l'arbitre française, on voyait les duels perdus, mais jusqu'au bout, en fait, où on sentait qu'ils pouvaient tous passer, que le but allait venir. On a été sauvé par un hors-jeu, mais c'est une action qui reflétait ce qu'on a vu, une équipe qui avait du mal à trouver son rythme offensivement, et on va en parler par la suite. Et puis défensivement, ce qui a été notre grande force aux Jeux Olympiques, à se dire que on allait justement pouvoir s'appuyer là-dessus pour au moins espérer quelque chose de plus grand par la suite. Les bases, on les avait pas lorsqu'on voyait ça à la télé. J'imagine qu'Olivier l'a ressenti au stade, j'en suis persuadé. Parce qu'on savait que c'était pas gagné aujourd'hui. Mais honnêtement, moi, je sais que, bon, il y a peut-être un petit peu un côté... j'avais un parti pris, il faut le dire. C'est Évidemment, normal, c'est non, humain. mais moi, je me disais, OK, ils ont juste besoin de ne pas perdre contre l'Australie. Pour moi, aujourd'hui, c'était très prenable et jamais je ne me serais attendu à une contre-performance, à un match aussi mauvais. Oli, toi qui étais sur place pour les entraînements, qui étais là dans le stade, c'était quoi le feeling? Est-ce que tu sentais que les Canadiennes étaient en pleine possession de leurs moyens ou non? Au départ, quand je les ai vus arriver sur le terrain, je trouvais qu'elles avaient l'air... j'étais passablement loin. Il y avait énormément de médias aujourd'hui, ce qui faisait en sorte que j'étais dans la dernière rangée en haut. Mais je trouvais qu'elles arrivaient sur le terrain conquérantes. Elles avaient l'air de vouloir être là, de vouloir créer l'exploit, de vouloir fermer la trappe à cette foule-là qui s'est fait entendre très, très rapidement, qui a acclamé. La joueuse qui a été le plus acclamée, ça a été Sam Kerr, même quand elle a été annoncée comme remplaçante. Mais
c'était très bruyant. Mais les Canadiennes ont fait comme elles font d'habitude, entrent sur le terrain, on se salue avant de faire la ligne avant l'hymne national et tout ça. Il n'y avait rien de particulièrement... il n'y avait pas de signal d'alarme tant que ça avant le match. Mais une fois que le match a commencé, déjà on voyait que c'était la manière dont on s'est mis en place. On joue long devant, puis on essaie d'aller gagner les deuxièmes ballons qui vont être renvoyés vers Quinn. Ça a été compliqué dès le départ. Mais quand ce but-là a été refusé pour un hors-jeu après la consultation de la reprise vidéo, là, je me suis dit, OK, c'est là que ça va se passer. J'ai osé dire, c'est peut-être moi qui l'ai jinxé, j'ai osé dire à une collègue de CBC, « Hey, c'est fait, on s'en va à Brisbane, ils vont revenir, c'est sûr. » J'ai ravalé mes paroles à peine 150 secondes plus tard. Ça a été vraiment... Ils ont eu l'air catastrophés alors que dans tout le tournoi, c'était un peu le même genre de circonstances. C'était des foules hostiles, c'était des gens qui espéraient voir une victoire du Nigeria puis de l'Irlande. Et puis, c'est pas comme si nécessairement, puis je l'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait, il n'y a pas de groupe de supporters qui sont si organisés que ça. C'est pas comme si ça chantait pendant 90 minutes. Il y a moyen, il y a des temps morts un peu où est-ce que, justement, on peut saisir l'occasion puis aller fermer la trappe à une foule. Mais le Canada ne l'a jamais saisi. Mais pour l'Australie, aujourd'hui, c'était do or die. Elle devait gagner les Australiennes, puis on a senti cette... C'était la même chose pour l'Irlande. C'était la même chose pour l'Irlande aussi. Hein? C'est même circonstance. Mais on a senti vraiment du côté des Australiennes cette urgence de vaincre. Là. Elles sont sorties le couteau entre les dents. Puis moi, ce qui m'a agacée, c'est que je dirais que je n'ai pas vu ça de la part du Canada. Puis même, bon, je sais qu'il y a eu des larmes un peu en mix zone. Oli, tu pourras nous dire comment étaient les filles dans la mix zone. Mais Hassoun, moi, là, à la fin du match, le match vient de finir. Là. Puis là, les joueuses, je sais que tu vas saluer les joueuses de l'autre équipe. C'est normal. Il me semble que tu salues les joueuses de l'autre équipe, pas avec un gros sourire fendu jusqu'aux oreilles, mais il semble que tu viens d'être éliminé la Coupe du Monde. Tu devrais être à terre, détruite, en train de pleurer, je sais pas. C'est comme si c'était pas grave. Oui, c'est peut-être le reflet finalement d'une ambiance générale qui fait que bien entendu, l'analyse à chaud, c'est de se mettre à la place des joueuses et de se dire que y a de la déception, qu'on est passé à côté de la Coupe du Monde. Il faut dire la réalité. Et en même temps, quand tu prends du recul, tu te dis, est-ce que c'était pas prévisible d'une certaine façon? Est-ce qu'on avait toutes les clés pour aller au bout finalement de nos ambitions? Est-ce que ce tournoi-là ne met pas en lumière aussi l'homogénéité du football aujourd'hui mondial, où des équipes comme l'Australie qui semblaient prenables entre guillemets, ou le groupe en tant que tel, où on pensait que le Canada pourrait sortir facilement de ce groupe malgré les difficultés? La réalité fait que si ton contexte n'est pas ultra favorable et que tu n'es pas à 100% de tes moyens, aujourd'hui, en tout cas, tu passes à la trappe et ça passe plus. Donc, c'est un peu l'ambiance qui règne autour de cette équipe-là. On a envie d'être sévère et critique, et il faut l'être quand ça ne va pas. Et quand tu perds 4-0, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été. Il faut être critique et objectif. Et en même temps, de se dire que ce qu'elle pouvait faire mieux psychologiquement quand tu enfiles tes chaussures, tes chaussettes et ton maillot pour aller jouer au foot, et qu'une fois la séance finie, tu rempiles ta chemise et ton costume pour aller négocier avec ta propre fédération dans la même journée. Et toi, c'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué. C'est vraiment, vraiment difficile à analyser. Ça, on en a parlé depuis des mois. C'était pas des situations idéales, même dans la préparation. Mais là, Ali, toi qui est là-bas en Australie, en fin de semaine, finalement, ils ont conclu une certaine entente avec Canada Soccer, mais les joueuses ont dit ouvertement qu'elles étaient déçues de cette entente. Toi, est-ce que tu penses, ou comment tu penses que ça a affecté justement peut-être la préparation, la concentration des joueuses? Je le dis depuis le début, je ne crois pas une Christine Sinclair, par exemple, quand elle dit Janine Beckie a pris beaucoup de responsabilités. Je la crois quand elle dit que Janine Beckie a pris beaucoup de responsabilités, mais au point où les joueuses n'y pensent carrément plus. J'y ai pas pensé une seconde, elle a dit avant le match contre le Nigeria. Ça, je crois ça zéro. C'est sûr que ça a été taxant pour les joueuses. On a tous un subconscient, ça va de soi. Ça a été compliqué, cette préparation-là. On sait qu'il n'y a même pas eu de match au Canada pour dire au revoir aux joueuses, leur souhaiter bonne chance, un send-off, comme on dit en anglais. Il y a toutes sortes de circonstances qui se passent. La ministre du Sport qui vient rendre visite la veille du match
aux joueuses aussi. On dit qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand même, ça fait en sorte que nécessairement, on va parler de politique, on va parler de comment est-ce que il y a un examen de la gouvernance à Canada Soccer, ça fait les manchettes des journaux et tout ça. On parle de la ministre Qualtrough, comment elle déclare qu'elle est solidaire des joueuses et tout ça. Forcément, ça fait partie du discours, ça va teinter la préparation. Mais je vais rendre à César ce qui lui revient. Les joueuses n'ont pas voulu utiliser ça comme excuse. Ils ont été très directs dans la zone mixte. C'est-à-dire, les Australiennes ont été meilleures que nous, puis on ne peut pas se servir de ça comme excuse. Cela dit, c'est sûr qu'il y a des discussions qui vont être entamées éventuellement parce qu'on a vu de la manière aussi dont cette entente provisoire-là a été présentée. Les joueuses ne sont pas contentes et il y a des trucs qui doivent absolument être réglés à Canada Soccer. Et à Sun, justement, tu parlais de l'homogénéité dans le soccer mondial tranquillement. Christine Sinclair était très sereine. Tu parles de joueuses qui sourient et tout ça. Christine Sinclair parlait à tout le monde. Elle souriait parfois, justement. Et c'est ça, étrangement sereine. Elle parlait de ça. À quel point c'est un peu un signal d'alarme que la fédération, que tout le système de développement au Canada doit retenir de cette Coupe du Monde-là, à quel point il y a des pays qui sont en émergence, qui sont en train d'arriver. Puis il y en a un qui s'appelle la Jamaïque, qui va être l'adversaire du Canada à la qualification olympique. C'est pas fait Paris 2024, là, je suis désolé. Non, c'est vraiment pas gagné. Oli, on va te laisser quand même aller te coucher parce que, bon, il est très, très tard chez toi pour quelques heures encore parce que, bon, mes sources me disent que bientôt tu viendras nous rejoindre. On aura l'occasion de débattre ensemble en vrai sur cette équipe, sur la suite des choses et qu'est-ce que Canada Soccer doit faire pour que finalement on arrive au niveau de d'autres nations. Olivier, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous en direct de Melbourne. Pas Brisbane, pas Sydney. On voit un gars quand même déçu. Merci, Oli. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Hassoun, bon, Oli on a parlé un peu de l'homogénéité, toi aussi. On a l'impression que là, le Canada est quelque peu déclassé à un moment où plusieurs nations décident d'investir, où plusieurs nations progressent. Bien, le Canada stagne et là, il va falloir qu'on se réveille un peu du côté de la fédération parce que sinon, on va se faire... On a vu la Colombie battre l'Allemagne. On a vu la Jamaïque, justement, le prochain adversaire du Canada pour la qualification pour les Jeux olympiques, faire 0-0 contre la France. Et là, le Nigeria qui se qualifie pour la phase suivante. Donc là, il faut se réveiller parce qu'il va être trop tard. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de rappeler à Olivier ma prédiction sur le Nigeria, mais bon, je lui épargnerai ça. C'est bon, tu peux prendre l'avion, Olivier, tout va bien. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est globalement une très bonne chose pour le soccer féminin hein, de voir l'émergence de pays qui assument finalement leur ambition et qui investissent dans ces programmes-là. Et en effet, la réalité locale fait que si tu gardes les mêmes habitudes que tu avais il y a 5, 10, 15 ans, pensant que ça va suffire aujourd'hui pour pouvoir émerger et garder le statut de favori, entre guillemets, parce que le Canada était favori, un des 5 favoris de cette Coupe du Monde. Je regardais les différents journaux à travers la planète. Ben, c'est logique. Après une médaille d'or aux Jeux Exactement. olympiques, tu n'as pas le choix. Exactement. Sauf que la réalité fait que tu n'as pas été à la hauteur de tes ambitions en termes d'investissement, en termes de programmes investis pour Soccer Canada. Et tu le payes sur le terrain, Ouais. tu le payes cash en fait. Le sport de haut niveau est cruel aussi. Ce que tu as fait hier ne compte plus du tout et tu dois absolument te renouveler et te mettre à la page. Donc il y a une prise de conscience à faire sur le terrain. On en parle, on va en parler, il n'y a pas de problème. Il y a des joueuses qui doivent se remettre en question, savoir si elles vont rester aussi par la suite. C'est toutes les questions à donner. Mais il y a une prise de conscience collective et de la part de la fédération de changer les choses et de se mettre à la place d'aujourd'hui. Sans ça, tu seras déphasé, tu comprendras pas ce qui se passera là. Ce qui se passe là, ça va tellement vite que je vois des nations. Moi, j'ai été séduit par la Colombie, voir ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai dit en radio ce matin, j'ai les mêmes frissons face à l'Allemagne lorsqu'on a ce but à la dernière seconde. Je me dis mais
J'ai le même ressenti que si un Kylian Mbappé avait fait la Ouais. même chose aujourd'hui. Là, je dis, mais c'est de la magie tout simplement et ça fait des images exceptionnelles dans le monde entier. Donc, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est le niveau d'aujourd'hui et il faut se mettre à la page absolument, sans ça, on passera à côté de quelque chose de fabuleux. Parce que là, je sais que plusieurs personnes disent voyez, il nous faut la Ligue au Canada. Puis je suis la première à dire qu'on a besoin d'une ligue professionnelle au Canada. Mais est-ce vraiment l'enjeu ici? Parce que si on regarde en termes de talent brut, le Canada n'est pas supposé de se faire détruire ainsi. Là, quand on regarde dans le 11 partants, c'est des filles qui jouent pour Chelsea, Manchester United, Juventus, dans NWSL. Je veux dire, c'est des filles qui jouent avec des très bons clubs. Arsenal, parmi les meilleurs au monde, mais il n'y avait aucune chimie, aucun désir de vaincre. Donc, est-ce vraiment ça le problème? Et là, je l'ai dit à l'entrée de jeu, on cherche des excuses. C'est normal. Est-ce que Bev Friesman a été à la hauteur de la situation? Lors du deuxième match, là, on a dit qu'on était quand même surpris des risques qu'elle avait pris, puis on trouvait que c'était bien parce qu'elle avait osé de faire beaucoup de changements. Elle avait commencé avec Evelyne Viens, avec Adriana Leon, Christine Sinclair était sur le banc, Sophie Schmidt était sur le banc. Elle a fait des changements en deuxième mi-temps qui ont été payants. Mais là, je ne comprends pas. Si ta meilleure mi-temps dans ton tournoi, c'est avec c'est en faisant rentrer certaines joueuses à la moitié du match, pourquoi tu ne reviens pas avec la même stratégie? Parce que là, finalement, elle a débuté un match avec Christine Sinclair, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas vraiment bien. Julia Grosso n'a pas fait grand-chose. Jordan Aitema n'a pas fait grand-chose. Pourquoi tu ne reviens pas avec les filles qui t'ont donné quelque chose? Oui, c'est le sentiment mitigé justement que j'ai sur cette prestation-là. Mitigé, je dis bien parce que j'ai pas envie d'être très sévère avec elle, parce que les circonstances du dernier match face à l'Irlande ont mené à faire des choix difficiles pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est que de voir justement une fille comme Christine Sinclair, forcément, lorsque tu as une fille comme Evelyne Viens qui est rentrée, qui a commencé le match face à l'Irlande, au-delà de ça, même si sa responsabilité n'est pas énorme à mes yeux, hein, elle a pas eu beaucoup de ballons à mes yeux à exploiter, mais la réalité, c'est que tu es passé un petit peu à côté de ta chance, à côté de la possibilité de mettre tout le monde d'accord ou de mettre un but ou de mettre une passe décisive. Tu es sorti à la mi-temps et quand Christine Sinclair rentre et que l'équipe se comporte mieux, forcément, elle est obligée de la remettre par la suite parce qu'en termes d'expérience et par rapport à l'apport qu'elle a eu, il n'y a plus l'argument de dire qu'Evelyne Viens a été incontestable et Ouais, mais incontestée. Donc, c'est un exemple, Sophie Schmidt ou peu importe. Mais après le match, Bev, elle disait, bon, donnait le crédit aux Australiennes. Et Bev Friesman disait, bon, on n'a pas été assez bonne, mais moi, je suis fière de mes filles. J'ai aucune critique à faire. Bon, évidemment, c'est pas bien de dire ça devant le micro. Elle dit peut-être la seule chose qui a manqué, c'est le fait d'y croire. détermination. La détermination, le fait d'y croire. Mais est-ce que c'est pas un peu le travail de l'entraîneur, justement, de s'assurer que ces joueurs sont prêts puis qu'ils croient en leur chance? Oui, exact. Et c'est de créer une émulation aussi à l'intérieur de l'équipe, de créer de la compétitivité. J'aurais aimé, moi, justement, voir une Evelyne Viens grandir et s'assumer et assumer ce statut-là de partante pour cette équipe parce qu'elle en a le potentiel, elle en a les qualités, j'en suis sûr. Quand elle commande sa match, on a l'impression qu'elle est capable de mettre 1, 2, 3 buts, comme tu l'exprimais. Et ça a été un choix perdant un petit peu pour tout le monde parce que Christine Sinclair non plus n'a pas été, sincèrement, c'était pas exceptionnel aujourd'hui. C'est la réalité. Je pense qu'elle a été en difficulté dans son aisance technique. On a senti des passes qui étaient mal ajustées, des positionnements aussi qui n'étaient pas optimales et une non-efficacité aussi. La réalité, c'est ça. Donc, c'est pas mal de frustration pour tout le monde. Ça aurait pu être totalement l'inverse, mais malheureusement, je pense qu'on est passé à côté dans l'efficacité, dans la détermination aussi, tu as raison, et dans la confiance, parce qu'on parle de l'aspect offensif. Puis je pense qu'on va parler un petit peu de l'aspect défensif aussi, mais ce que Sheridan dégageait justement, c'était un petit peu compliqué en termes de confiance. Et je pense qu'on a perdu sur les deux surfaces les plus importantes du terrain. C'est là où, à mes yeux, on n'a pas été assez efficace. Encore, l'histoire se répète. Aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada ne marquait pas de but. C'était une lacune. Et là, c'est encore un peu la situation. Le Canada qui a marqué un but, finalement, puisque l'autre but, c'était un but contre son camp, contre l'Irlande.
Et moi, je me suis dans toutes les analyses, les balados qu'on a fait en préparation vers la Coupe du Monde, on se disait, ben, s'il y a bien un endroit où on est en confiance, c'est devant les buts. On a Caitlin Sheridan, l'une des meilleures gardiennes au monde. Et en plus, en défensive, ben, on a maintenant quasiment la ligne défensive de Chelsea. Buchanan, Gilles, Ashley Lawrence. Mais finalement, moi, ça a été ma plus grande déception. Caitlin Sheridan n'a pas été du tout à la hauteur. Puis certaines de ses erreurs ont coûté directement des buts qui auraient pu faire une grosse différence, là. Oui, assurément. Ça a été, oui, comme tu l'as dit, la plus grosse déception pour moi du tournoi, au vu non pas du contenu, mais des attentes qu'on avait lorsqu'on voit son statut. Elle a le statut d'une des meilleures joueuses du monde à son poste, et forcément, lorsque tu fais des erreurs qui sont flagrantes, entre guillemets, bah, c'est difficile pour elle, bien entendu, et on se met à sa place parce je sais ce que c'est que faire des erreurs sur un terrain, c'est difficile, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que ça envoie aussi au reste de l'équipe, notamment aux défenseuses, en termes de confiance, en termes d'assurance, de se dire que bah, au moindre corner, au moindre coup de pied arrêté, bah, on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Et c'est ce qu'on a senti. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on a senti au fur et à mesure de la compétition. Face au Nigeria, c'était correct, mais pas fameux. Elle a fait des gros arrêts, mais on a senti là, déjà que le confiance était entamé. Une erreur face à l'Irlande sur un coup de pied arrêté, on prend un but directement où ses appuis ne sont pas assez bons et elle a du mal à se dégager et se détendre de la mauvaise main. Et c'est un petit peu la même erreur qu'on a vécue aujourd'hui, encore une fois. Donc forcément, cette accumulation de perte de confiance fait que tu peux être que déçu, Mais d'autant ça plus a un impact sur la défense, 100%, évidemment, parce que 100%. pourtant, c'était les mêmes filles Ouais. qu'aux Jeux olympiques de Tokyo, avec même plus d'expérience, Ouais. et on les a senties plus Fébrile, fébriles. Ouais, fébrile. On l'a senti là encore. Je parlais du deuxième but annulé, dont Olivier parlait aussi, mais c'est tellement le reflet aussi de ce manque de confiance où bien entendu, elle a un ballon qui lui vient sur la main, elle se détend, mais ça s'arrête pas pas là. convaincant. Ça s'arrête pas, c'est pas convaincant, ça part encore, et puis ça permet de marquer ce but qui a été heureusement refusé, mais c'est le reflet de tout ce qu'on voit et de son ressenti aussi. Le foot ne ment pas aussi. C'est la traduction aussi d'un ressenti et d'un manque de confiance. Et malheureusement, durant ce tournoi, elle n'a pas été à la hauteur de son potentiel. On sait que c'est une grande gardienne, ça remet absolument rien en cause. Mais il faut dire quand c'était plus compliqué, et ça l'a été, d'autant plus que tu remplaces une gardienne qui a marqué l'histoire aussi, Stéphanie Labbé, qui, je veux dire, c'est dur de faire mieux ou Ouais. aussi bien. Donc forcément, c'est une pression aussi qu'elle a eue, et on l'a senti, cette pression, tout au long du tournoi. Est-ce que tu penses que le poste de Beth Priestman à la tête du Canada est en jeu? Oui. Ouais, hein? Oui. On a fait quand même souvent à Sun des comparaisons, des fois, entre John Erdman et Beth Priestman. Puis on s'était demandé même si John Erdman allait perdre son poste. Mais d'un côté, c'était une première qualification pour le Canada, donc nos attentes étaient assez modérées. Ouais. Là, présentement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est maintenant que c'est en danger? Est-ce que c'est parce que le Canada amorce son processus de qualification pour Paris là, en septembre? Ouais. Est-ce que, exemple, le Canada fait un match nul ou le Canada perd contre la Jamaïque? Là, c'est la catastrophe. Mais même avant ça, est-ce que tu penses que quelque chose pourrait bouger? Je pense, dans les circonstances et dans le contexte actuel, je ne pense pas que ça va bouger. Parce que, vu l'état de la fédération, Ouais, c'est ça. je ne pense pas qu'ils aient envie de se rajouter encore d'autres problèmes ou d'autres enjeux, finalement, de performance, là où on a des choses à régler en interne. Et dans un autre contexte, je t'aurais dit oui, Ouais. assurément, au vu de ce qu'on a vu. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je pense que ce serait plus une difficulté qu'un espace de respiration. Et la réalité, c'est ça, c'est que Beth Priestman a fait des choses intéressantes, mais avait l'ambition finalement d'aller chercher quelque chose en Coupe du Monde. Je me souviens, moi, des déclarations juste avant la Coupe du Monde, on va au bout, là, on Ouais, fait tout pour aller au bout. On veut démontrer que la médaille d'or, c'est pas un Exactement. coup de chance. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. C'est pas un accident qu'on a été forte dans cette compétition que sont les Jeux Olympiques, mais on veut prouver quelle équipe on est. Je veux dire, c'est un échec total si on se fie justement à ces ambitions-là. Donc forcément, tu es obligé de te remettre en question lorsque tu sors de cette façon-là. Et après, c'est elle aussi de savoir ce qu'elle veut et comment, je veux dire, est-ce qu'elle va vouloir assumer ce poste-là? Est-ce qu'elle aussi va vouloir se remettre en question aussi?
J'ai envie de voir ce qui va se Ouais. passer, mais oui, forcément, c'est pas le meilleur des tournois pour elle, vraiment. J'avais un peu la même réflexion avec John Herdman, qui est reconnu comme étant un super tacticien, une tête vraiment de football. Ça, je parle interne, c'est pas moi qui le dis, c'est les joueurs qui le disent. Et Bev Priestman a un peu grandi dans la Fédération canadienne aux côtés de John Herdman. Donc, Ouais. une façon de faire qui ne veut pas se ressemble. Puis j'ai l'impression que c'est des bons tacticiens. Puis ils ont pris des équipes qui n'avaient pas beaucoup de succès, qui ne semblaient pas avoir de potentiel, les a fait et ils ont fait grandir ces équipes-là. Mais là, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la stature nécessaire pour amener le Canada à un autre niveau? C'est ça, à un moment donné, que je me demande. Puis je me posais cette question-là même avant le début de la Coupe du monde. Mais là, je te dis aujourd'hui, moi, ce qui m'agace, c'est quand Bev Priestman qui dit on n'y a pas assez cru. Mais là, moi, je me dis, est-ce que le message ne passe plus? Mm. Je veux dire, si tu n'es pas capable de convaincre tes joueuses qu'elles ont ce qu'il faut pour aller plus loin, pour gagner, pour battre l'Australie chez elles, ben qui va le faire? Forcément, c'est justement le rôle d'un sélectionneur. Tu vas pas apprendre je veux dire, à Waitema à faire une passe ou à Léon de faire un dribble. C'est pas ça le rôle de l'entraîneur. C'est vraiment d'amener ce supplément d'âme, de faire croire à ces joueuses qu'elles peuvent aller au bout justement de grandes compétitions comme celle-ci. Et à ce niveau-là, ça a été déficient concrètement. Donc oui, c'est cette remise en question qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y a un plafond de verre qui a été atteint aussi? Parce que, je veux dire, partir de tout en bas pour faire grandir une équipe, c'est très bien, mais trouver justement cette nuance et ces petits détails qui font la différence au très très haut niveau, c'est là où on attend les plus grands coachs du monde finalement, qui arrivent à te faire croire que tu es le meilleur et que tu peux être Comme un Hervé Renard. Exactement, que tu es un champion. Mais on parle d'Hervé Renard. Moi, ce qu'il amène en termes de fraîcheur, en Ben termes oui. de discours, on l'a vu, c'est des phrases aussi qui ont fait le tour du monde hier, qui ont été postées dans son discours d'avant-match face au Brésil. Il leur dit, je sais que vous allez le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que vous êtes dos au mur. On nous a critiqué face à la Jamaïque. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, avant le match, et il était filmé, il a dit, vous allez faire l'exploit aujourd'hui. Je le sais, je le sais, je le sens. Et ça, quand on a ce type de discours, forcément, et ça a été voilà, les commentaires de tous les observateurs qui ont vu cette vidéo-là, tu as envie d'aller sur le terrain, tu as envie d'aller sur le terrain, tu as envie de se battre pour cet homme-là. Et c'est peut-être ce dont on a besoin. Et tu parlais de mimétisme avec les hommes. Avec le sélectionneur, je trouve que les discours d'après-match, de consoler, oui, c'est les mêmes discours, on en a parlé aussi, mais je suis fier de mes joueuses, fier de mes joueurs, on a donné le maximum. C'est beau un entraîneur qui est près de ses joueurs, mais à un moment donné, ce qu'il ne faut pas aussi devenir un peu plus tranchant. Oui, c'est de l'exigence. Je pense qu'il faut de l'exigence du haut niveau. C'est plus dur, c'est plus exigeant, c'est plus compétitif, bien entendu, et plus cruel à l'instant T, mais c'est l'exigence du très haut niveau. Il faut gagner, il faut aller au bout, et lorsqu'on ne le fait pas, il faut savoir le dire aussi, et c'est ce qui me manque aujourd'hui. C'est ce qui m'a manqué chez les hommes aussi, en National League. C'est comme s'il était l'ami des joueurs ou la mère, le papa, qui va prendre soin. Des bons copains, mais c'est pas ça, à un moment donné, gentil, etc. Oui, non, mais justement, c'est ça. C'est l'agressivité positive d'un champion, d'aller chercher les choses, d'être extrêmement déçu lorsque ça fonctionne pas, d'être autocritique et l'avouer, et se le dire aussi, de dire que ça va pas, il nous a manqué ci, ça. Je veux dire, c'est pas être méchant, c'est une réalité, et les joueurs sont assez autocritiques avec eux-mêmes pour pouvoir l'entendre aujourd'hui. Donc moi, c'est peut-être le plafond de verre qui me gêne un petit peu, un autre discours, quelque chose de plus tranchant, plus punché. Et j'invite les auditeurs à aller écouter le discours d'Hervé Renard avec l'équipe de France. Il fait exprès, on va te filmer, Hervé. On n'était pas là. Peut-être que Bev Priestman a fait la même chose dans le vestiaire. Peut-être aussi. Mais il ne la filme pas. Peut-être, qui sait. Mais là, Bev Priestman, justement, après le match, en entrevue, elle a dit on va apprendre d'un match comme celui-ci, d'une contre-performance comme celle-là. Puis ça va nous servir parce qu'il ne faut pas oublier, dans un an, jour pour jour, on est en train de jouer un match aux Jeux olympiques de Paris. C'est pas sûr, si tout va bien. Non, mais c'est ça. C'est pas rassurant parce que, bon, on l'a dit, le Canada n'est pas encore qualifié. Et moi, ça m'inquiète parce qu'honnêtement, en ayant vu ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'impression que le Canada vient de prendre un pas de recul. J'avais l'impression qu'on se retrouve encore dans une des problématiques que le Canada avait. J'allais dire milieu des années 2000. C'est triste, là. Donc, j'ai l'impression qu'on vient de reculer de 15 ans en arrière. Je
J'en ai vu quand même des matchs de l'équipe canadienne et je me souviens pas d'avoir vu un match autant à sens unique. Exactement. On C'est s'est rabattu. Hein. Ou peut-être à l'époque, dans les années 90, au début des années 2000, quand le Canada se faisait planter 10-1 par les États-Unis, peut-être. Donc là, le temps presse parce qu'on a moins de 2 mois avant le match de qualification. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Ça va être quoi les solutions? Parce qu'attention à la Jamaïque, il ne faut pas prendre cette équipe-là à la légère. Prendre des décisions qui peuvent être fortes. Est-ce que Christine Sinclair va rester? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu de déclaration aujourd'hui. Est-ce qu'on en aura dans les jours à venir? C'est la question aussi. Est-ce qu'un départ forcerait peut-être à avoir un renouvellement, donner la chance à des Olivia Smith ou d'autres jeunes talents, ou Evelyne Bien, je ne sais pas, qui peuvent justement émerger? C'est la question aussi. Parce que tant qu'elle va être là, bah oui, ça bloque tant un qu'elle petit va être là, c'est difficile de ne pas... Tu peux pas l'avoir et la laisser sur le banc comme tu as fait avec une Olivia Smith. Exactement, exactement. J'avais parlé de dinosaure dans une autre émission, mais c'est un monstre sacré. C'est vraiment une légende qui a marqué une époque de Soccer Canada. Puis la réalité d'aujourd'hui, c'est que ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est une philosophie de jeu, c'est un style qu'on n'a pas eu, qui nous a manqué. On s'était appuyé sur la structure défensive pour aller arracher les Jeux Olympiques. On ne l'a pas vu non plus aujourd'hui. Ça a été plus déconfit. Donc on se pose énormément de questions tactiquement sur le style de jeu, quelle veut être cette équipe, comment est-ce qu'on va jouer pour aller chercher ces Jeux Olympiques aussi. Il y a énormément de questions auxquelles répondre et sincèrement c'est, j'allais dire un chantier, mais 2 aussi avec la fédération qui s'ajoute à ce problème-là. On ne part pas sur le même pied d'égalité aujourd'hui que d'autres nations comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme même l'Italie. Ça a été dur pour eux aussi, il n'y a pas de problème, mais je veux dire on a beaucoup de travail en amont pour arriver avec le maximum de sérénité par la suite. Oui, puis ça n'enlève rien à ce que représente Christine Sinclair. Elle est qui va rester la légende qu'elle est pour le soccer féminin, mais on a l'impression que Bev Priestman et les filles parlent depuis un certain temps d'un changement d'air, tranquillement, pas vite, la relève. Mais c'est tranquille, là. C'est pas, très tranquille. On va pas concrètement, on dirait qu'on s'appuie encore sur les mêmes réflexes, le même système de jeu, les mêmes joueuses. Là, il y a Sophie Schmidt, à 35 ans, qui, elle, avec le peu de minutes qu'elle a eu dans ce tournoi-là, a été l'une des meilleures. Elle a dit que c'était son dernier match en carrière avec Christine Sinclair. Donc, ça veut dire qu'elle prend sa retraite internationale. Est-ce que ça va pousser Christine Sinclair à le faire? On verra. Mais malheureusement, on n'est pas rassuré pour le moment. On n'est pas rassuré. Et puis l'envie, moi, si j'étais dans la carapace de Christine Sinclair aujourd'hui, je me dis, on est à 11 mois des Jeux Olympiques de Paris. Je veux dire, mon ego, ma personnalité ferait que, bien entendu, je ne dis rien et j'espère aller tirer encore 11 mois. C'est pas énorme dans le sport de haut niveau. Ça. Non, OK, plus de Coupe du Monde parce qu'elle va avoir 44 ans, mais 11 mois, c'est vite fait. 11 mois, c'est vite fait. C'est Paris, c'est les gros Jeux Olympiques de cette façon-là. Donc forcément, tu as envie d'y aller. À moins qu'il y ait une entente, que ce soit une transition, qu'elle fasse une certaine transition vers un rôle plus de consultante, entraîneuse, et que ce soit entendu qu'elle aura très peu de minutes, mais qu'elle reste au sein de l'équipe jusqu'à la fin. Il va falloir qu'à un moment donné, une décision soit prise parce qu'on ne peut plus continuer d'utiliser Christine Sinclair comme une fille de 26 ans. Oui, et l'espoir d'ultime sauveur aussi. J'ai l'impression qu'elle a le même statut, entre guillemets, même si on ne parle pas d'âge, qu'un Alphonso Davies. Elle a tout donné, c'est assez. C'est ça, on ne sait pas comment faire, donc on va se rabattre sur notre garantie, sur la joueuse qui nous a tout donné pendant un certain moment. Je ne suis pas sûr que collectivement, ça soit la bonne réponse pour le groupe, pour elle aussi, parce que l'importance pour une championne comme elle est, c'est aussi de bien finir. On l'a vu sur les comparatifs entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, etc. C'est des joueurs de cette stature-là. Là. Tu as envie de bien finir, de sortir de la plus belle des façons. Est-ce que tirer les choses encore jusqu'aux Jeux Olympiques, ce serait une bonne chose pour elle et pour le collectif? Sincèrement, c'est un regard dubitatif que j'ai pour ça aujourd'hui. Ouais, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça risque de bouger dans les prochaines semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette Coupe du Monde-là n'est pas terminée. Il y a d'excellents matchs. Puis c'est là qu'on voit à quel point le soccer féminin progresse. On est triste pour le Canada, mais il faut se réjouir quand même pour le Nigeria qui est... Je trouve qu'il y a des belles surprises dans cette Coupe du Monde-là, mais pas des surprises avec des équipes qui vont jouer uniquement un bloc défensif et vont empêcher l'autre équipe de marquer puis vont compter un but. C'est des équipes avec du talent. Méritantes, qui ont donné contre le Canada. Le Nigeria s'est projeté vers l'avant, a failli nous faire mal à 2-3 reprises.
On les a vus aussi face à l'Australie, se projeter aussi, aller chercher des victoires à 3-2 à l'arraché, des matchs, des vraies rencontres. Et puis, elles ont validé déjà sur le plan continental. En Afrique, elles gagnent la CAN pratiquement à chaque édition. C'est juste Ouais. exceptionnel. Puis il fallait voilà, assumer ce step au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, elles le font. Moi, je trouve que c'est exceptionnel Ouais. pour le foot africain aussi, bien entendu. Mais on a des nations comme la Colombie, on en a parlé. Quel but de Linda. Je veux dire, ça nous amène c'est rafraîchissant, c'est beau à voir aussi. C'est des images qui valident le talent et la qualité qu'il y a dans le football féminin. Et bien entendu, je suis déçu pour le Canada. Je voulais les voir. J'ai écrit une chronique disant que j'étais sceptique concernant leur parcours en Coupe du Monde. Ça a été la réalité, mais quand on voit l'essor du foot mondial et l'homogénéité dont on parlait avec Olivier, on peut être que content et à vous inviter à suivre le soccer de cette façon-là parce que c'est du spectacle, c'est du show et c'est beau, c'est vraiment beau à voir, donc c'est que du plaisir. Ouais, c'est pas fini. Je suis surprise et je te félicite de ne pas avoir nommé la France qui, elle, pour le moment, est encore dans le tournoi. L'émission n'est pas finie. C'est pas fini, non, c'est ça. On va terminer ça là-dessus. Je vais pas te laisser la chance d'ouvrir ça. Non, mais plusieurs autres matchs intéressants à venir. La Coupe du monde qui se poursuit jusqu'au 20 août et nous, on continue nos épisodes habituels chaque lundi. Il va falloir, on parle du CF Montréal, mais le CF Montréal ne joue pas présentement. Pendant pratiquement 3 semaines, là encore, on en reparlera, mais c'est un des enjeux aussi. Voilà, donc on sera de retour la semaine prochaine. Si tout va bien, Olivier sera de retour avec nous ici à Montréal. Merci beaucoup, Hassoun. Un plaisir. Merci Souli derrière la console, Simon Crémer à la réalisation. On se revoit très bientôt.